Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire thématique du réseau Reboisement Ligniculture Québec de RLQ. Ce webinaire est le 8e et le dernier de cette année 2022. Mon nom est Raed El Ferjani et je suis le coordonnateur du réseau Reboisement Ligniculture Québec. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir Annie Desrochers, professeure à l'UQAT pour ce webinaire, ainsi que les membres chercheurs de son équipe, Aroniana Randria Mananjara, Toki Jireniana Rabiresan et Geoffrey Zana, tous candidats au doctorat au campus de l'UQAT à Amos. Et j'aimerais les remercier d'avoir accepté notre invitation pour nous parler aujourd'hui de la diversité végétale et de la séquestration du carbone dans les plantations forestières. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Annie Desrochers, Annie détient une maîtrise en ressources renouvelables de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi, et d'un doctorat en biologie forestière et aménagement de l'Université de l'Alberta. Annie est également co-chercheur au DRLQ et est membre du Centre d'études de la forêt de l'Association des biologistes du Québec et de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Ses recherches se focalisent sur le développement de techniques sylvicoles pour les plantations à croissance rapide en milieu boréal, et elle s'intéresse aussi à l'étude des liens racinaires dans les peuplements de peupliers et de résineux, ainsi que l'effet de ces liens sur la dynamique des peuplements forestiers. Annie travaille au sein de la chaire industrielle CRSNG UQAM en aménagement forestier durable depuis 2002 et elle est titulaire de la chaire industrielle CRSNG en sylviculture et production de bois. Avant de passer aux présentations, un petit mot sur le déroulement du webinaire. Alors, il y aurait 3 présentations. Après chaque présentation, il y a une période de questions. Les participants peuvent inscrire leurs questions dans le volet questions et réponses en bas de l'écran et ces questions seront transmises au conférencier par Annie, qui sera la modératrice de ce webinaire. Alors, sans trop tarder, je cède la parole à mon collègue Nelson Tifo, co-directeur du DRLQ, pour un petit mot sur les activités du réseau. À toi la parole, Nelson. Merci beaucoup, Raed. Alors, bonjour tout le monde. Je suis bien heureux de savoir que vous êtes connectés avec nous cet avant-midi. Bonjour à Annie et à toute son équipe. Un grand merci de prendre de votre temps pour nous parler de vos recherches aujourd'hui. Alors, comme Raed l'a dit, je suis le co-directeur scientifique du 2RLQ avec mon collègue et ami Nicolas Bélanger de l'Université TELUC. Si vous êtes connectés avec nous aujourd'hui, probablement que vous connaissez déjà le 2RLQ. Juste pour vous rappeler que c'est un réseau d'innovation qui est financé par le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie, avec un financement aussi qui vient de partenaires des milieux industriels, gouvernementaux et municipaux. Notre objectif principal, c'est de favoriser l'innovation dans le domaine de la plantation d'arbres sous toutes ses formes. Et le 2RLQ réalise cet objectif principalement autour de 7 grands thèmes qui touchent notamment la croissance et le rendement des plantations, l'amélioration génétique et l'adaptation des forêts, les infrastructures vertes en ville, l'utilisation de matières résiduelles fertilisantes et bien d'autres. Donc, le 2RLQ réalise ses activités principalement via son site web où vous trouverez toutes les ressources qui sont produites par notre équipe. Je vous invite à le visiter. C'est sur les serveurs de l'Université TELUC, très facile à trouver dans votre moteur de recherche préféré. Vous y trouverez notamment des textes vulgarisés sur les articles scientifiques les plus récents des membres chercheurs du réseau. Vous trouverez des capsules vidéo et des liens vers notre chaîne YouTube où se trouvent notamment tous les webinaires que l'on a produits jusqu'à maintenant. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Annie et à son équipe pour la présentation de leurs travaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Nelson, merci Raed. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec la première présentation de Jerry Robinson et qui va nous parler de son premier chapitre de thèse. Je vais te laisser présenter ton titre, Jerry. Tu as juste à partager ta présentation. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. OK.
Donc, comme Annie a mentionné, donc moi, c'est Jerry Rabé-Action. Je suis doctorat à l'UQAT en écologie forestière. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le premier chapitre de ma thèse qui concerne comment l'augmentation de la productivité de peuples hybrides impacte-t-elle la séquestration de carbone dans le sol. D'abord, comme contexte, comme nous le savons tous, les changements climatiques sont actuellement parmi l'un des plus grands défis de l'humanité et ils sont principalement causés par l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, euh, particulièrement le dioxyde de carbone. Ils ont déjà entraîné l'augmentation de plusieurs perturbations forestières comme le feu de forêt et l'épidémie d'insectes, mais également la diminution de la production forestière. Pour faire face à cela, nous pouvons en fait augmenter la séquestration de carbone dans le sol pour compenser cette augmentation d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère parce que le sol est le deuxième plus grand réservoir de carbone après les océans, mais il peut également stocker jusqu'à 3 fois plus de carbone que la végétation. Dans ce sens, donc en fait, mon projet se focalise principalement sur les plantations à croissance rapide de peuples hybrides. Leur atout principal est qu'elles accumulent rapidement de biomasse, mais également de la litière. Et la littérature mentionne que ces types de plantations ont un turnover racinaire plus rapide que les plantations à croissance lente. Donc, il pourrait y avoir plus d'apport de carbone dans le sol, ce qui favoriserait la séquestration de carbone dans le sol. Néanmoins, la littérature mentionne également que les racines des plantations à croissance rapide ont des taux de respiration et de décomposition de la matière organique plus importants que celles des espèces à croissance lente. Donc, la perte de carbone dans l'atmosphère pourrait être également importante pour ce type de plantation. Par conséquent, il n'est pas clair si les plantations à croissance rapide favorisent ou non à la séquestration de carbone dans le sol. Et de plus, il y a encore peu d'études qui se sont focalisées sur la relation explicite entre la productivité des arbres et la séquestration de carbone dans le sol. Dans ce sens, l'objectif premier de cette étude a été de déterminer l'impact de la productivité de peuples hybrides sur le stock de carbone organique du sol dans différentes profondeurs. Et nous avons émis l'hypothèse que les clones les plus productifs de peupliers stockeraient plus de carbone dans le sol. On sait également que l'influence des arbres sur son environnement est limitée dans l'espace. Donc, la distance par rapport aux arbres pourrait également avoir des effets sur le carbone organique du sol. Par exemple, d'après Wallet et Hall en 2011, le carbone organique du sol est plus important sur la canopée des arbres dans des forêts de chênes que plus loin de celles-ci à cause des apports plus importants de litière sur la canopée. Néanmoins, les stocks de carbone organique du sol ne diffèrent pas toujours en fonction de la distance, d'après d'autres études. Donc, dans ce sens, nous avons également eu un deuxième objectif qui est de déterminer l'effet de la distance par rapport aux arbres sur le stock de carbone organique du sol. Et nous avons émis la deuxième hypothèse que le carbone organique du sol augmenterait avec la diminution de la distance d'échantillonnage par rapport au tronc. Pour la méthodologie, donc nous avons étudié une plantation de peuples hybrides de 14 ans située à Nulleskerd dans une terre agricole. Le dispositif expérimental est constitué de 3 blocs comprenant chacun
des parcelles monoclonales de 10 x 10 arbres. Et dans chaque parcelle monoclonale, nous avons délimité un cadre de 6 x 6 arbres pour mesurer le diamètre à hauteur de poitrine et la hauteur des arbres. Et nous avons utilisé l'accroissement annuel moyen pour estimer la productivité de chaque clone. Et cet accroissement-là a été calculé par le rapport entre le volume total des arbres sur la surface du quadrat fois l'âge de plantation. Et après cela, nous avons sélectionné 5 clones ayant des productivités différentes. Donc, il y a eu le 747-210, 915-005, le 915-319, le DN2 et le 1079. Pour le même cadre, nous avons également prélevé des carottes de sol à 2 distances du tronc, c'est-à-dire 87 cm et 175 cm, et aussi dans 3 profondeurs du sol qui sont 0,20, 20-40 et 40-60 cm. Et nous avons ensuite analysé ces échantillons de sol au laboratoire pour avoir les concentrations en carbone et en azote en utilisant la combustion sèche, c'est-à-dire le CNS 1000. Pour les analyses statistiques, donc, nous avons utilisé des modèles linéaires mixtes avec comme effet aléatoire les blocs et la méthode post-hoc et MINS. Maintenant, on va voir nos résultats. D'abord, la productivité et le stock total de carbone organique de sol entre 0 et 60 cm de profondeur. Donc, à gauche, nous pouvons voir ici la productivité de des 5 clones et à droite, le stock de carbone organique de sol pour chaque clone. En fait, cette deux figures nous résume que le clone le plus productif, c'est-à-dire le DN2, a stocké moins de carbone organique de sol que les clones à productivité moyenne 1079 et 915-005. Mais on a aussi trouvé que le clone le moins productif stocke également moins de carbone organique dans le sol par rapport aux autres clones, mais pas de différence significative. Donc, la relation entre la productivité des arbres et le stock de carbone organique des sols n'a pas été linéaire. En ce qui concerne l'effet de la distance, nous avons trouvé que les stocks totaux de carbone organique des sols ont augmenté de 6% lorsque la distance d'échantillonnage était plus proche du tronc, c'est-à-dire à 87,5 cm du tronc. Si on regarde un peu plus sur le stock de carbone organique des sols dans chaque profondeur, donc cette figure nous montre que les stocks de carbone organique de sol étaient plus importants dans les premières 20 cm du sol et diminuaient rapidement avec la profondeur. Mais ce qui est important aussi dans cette figure, c'est que les différences du stock de carbone organique des sols entre les clones ont été principalement observées dans la profondeur 20-40. Dans la profondeur 40-60, le stock était significativement faible pour tous les clones. Maintenant, en ce qui concerne le ratio C sur N et la densité apparente du sol, nous avons trouvé que dans la profondeur 0,20, le clone le moins productif avait un ratio C sur N du sol plus faible que le clone à productivité moyenne 1079. Et dans la profondeur 20-40, le clone le plus productif avait un ratio C sur N du sol plus faible que le clone à productivité moyenne 915-005. Et pour la densité apparente, nous avons trouvé aucune différence significative de la densité apparente entre chaque clone. Maintenant, entamons dans la partie discussion. D'abord, l'importance de la productivité sur le carbone organique de sol. Nous avons en fait trouvé que
d'après le résultat qu'on a vu tout à l'heure, que le clone le plus productif a stocké moins de carbone organique de sol. Donc, ce résultat a été non cohérent avec notre première hypothèse et par d'autres études qui ont prédit que l'augmentation de la productivité aérienne conduit à une augmentation de la séquestration du carbone du sol. En effet, ce clone pourrait fournir davantage de litière et de matière organique labile, mais cette augmentation de nouveaux carbones labiles pourrait créer des conditions favorables aux micro-organismes du sol pour la décomposition de la matière organique et donc favoriserait le priming effect, qui est la stimulation de la décomposition des nouveaux apports en carbone, mais également de la matière organique déjà stable. Nous avons également trouvé dans le résultat que le clone le moins productif a également stocké moins de carbone organique de sol. Comme ce clone accumule moins de biomasse par rapport aux autres, il pourrait également apporter moins de matière organique dans le sol. C'est pour ça qu'il y a moins de carbone. Mais également, le taux de décomposition pourrait être également plus élevé pour ce clone à cause du ratio sessuel plus faible dans la profondeur 0,20 cm. Bref, la productivité aérienne pourrait favoriser l'apport de carbone organique dans le sol, mais on suggère un compromis potentiel entre la productivité des arbres et le taux de décomposition de la matière organique pour augmenter la séquestration de carbone organique du sol. Maintenant, la contribution des racines sur le carbone organique du sol. Comme nous avons trouvé que la différence dans le carbone organique du sol entre les clones ont été principalement observées dans l'horizon plus profond d'un 40, et comme les racines peuvent être des sources importantes de matière organique dans l'horizon profond, nous suggérons que la différence dans le carbone organique du sol entre les clones a été principalement due aux racines. Nous avons également trouvé dans nos résultats que le carbone organique du sol a augmenté lorsque la distance d'échantillonnage était plus proche du tronc. Donc, ce résultat est conforme à notre deuxième hypothèse et à l'étude de Wallater en l'an 2011, en raison de la canopée qui a augmenté l'apport en litière. Mais il confirme également la contribution des racines sur le carbone organique du sol puisqu'elles sont plus abondantes près du tronc. Par exemple, pour le clone le plus productif qui a stocké moins de carbone, il pourrait produire plus de racines fines qui ont des taux de respiration et de décomposition plus élevés que les racines grossières ou qui ont de l'excitation racinaire plus importante, conduisant au priming effect. Mais par contre, pour les clones à productivité moyenne qui ont stocké plus de carbone dans le sol, ils pourraient produire plus de racines résistantes à la décomposition et riches en composés récalcitrantes. Donc, il pourrait y avoir des variations de traits racinaires entre les clones, ce qui a conduit à des différences de carbone organique du sol. Pour conclure, donc, voici quelques points à retenir de cette présentation. Donc, pour nos arbres à croissance rapide, l'augmentation de la productivité des arbres ne se traduit pas par une augmentation linéaire du carbone organique du sol. Les clones à productivité moyenne ont stocké plus de carbone dans le sol car ils favoriseraient un taux de décomposition plus faible de la matière organique. Donc, nous rapportons un compromis potentiel entre la productivité des arbres et le taux de décomposition de la matière organique pour augmenter le carbone organique du sol. Le résultat suggère également que les racines pourraient jouer un rôle important dans la séquestration de carbone dans le sol. Cette étude permettra aussi de fournir aux industries forestières des suggestions de clones de peupliers hybrides à la fois productifs
et répondre au contexte actuel qui est d'atténuer les changements climatiques. Et pour les prochaines étapes, donc, je vais me focaliser plus sur les traits racinaires des clones. Sur ce, je termine ma présentation. Merci de votre aimable attention. Et maintenant, je suis disponible pour vous pour répondre à des questions. Merci. Merci beaucoup, Jerry. Tu as bien respecté le temps. Donc, on a 4 minutes pour des questions. Je vous invite les gens à écrire leurs questions dans la section questions-réponses. Je vais commencer par une question de Nelson Tifo qui demande est-ce que vous croyez que la distance, que la relation entre la distance et le carbone organique du sol est linéaire, Jerry? Merci beaucoup, Nelson, pour la question. Je pense que c'est vraiment une bonne question. Pour nous, on a juste deux distances qu'on a mesurées. Donc, le distance 87 et le 135 cm. Je ne peux pas vraiment dire que c'est linéaire parce que si on va aller plus loin, donc normalement, il n'aura plus d'effet des arbres, donc il aura comme une maintien de le stock. Donc, à mon avis, si on va aller encore plus loin des arbres, ça va stagner le stock. Donc, je ne pense pas que c'est vraiment linéaire. Mais si c'est ça, mais on n'a pas vraiment fait des relations parce qu'on n'a pas assez de points de distance pour vraiment vérifier cette hypothèse. Merci. Alors, une question de Mathieu No qui demande est-ce que tu penses que les résultats seraient similaires dans un autre type de sol? Merci beaucoup pour la question. En fait, parce que ici, on parle beaucoup ici, on parle de stock de carbone dans le sol. Donc, alors que les types de sols n'ont pas les mêmes capacités à retenir et à stocker le carbone. Par exemple, les argiles sont connus qui peut avoir plus d'interaction avec les matières organiques. Donc, c'est sûr que c'est sûr que peut-être que les résultats ne seront pas vraiment les mêmes, dépendamment de la type de sol, parce que même la texture peut aussi impacter le stock. Donc, c'est sûr que je ne peux pas vraiment dire que ça va être les mêmes réponses. Alors, une question de Nicole Fenton qui demande comment est-ce que tu peux distinguer l'effet de la litière de l'effet des racines quand tu regardes l'effet de la distance du tronc? En fait, c'est juste des analyses comme spatiales parce que, par exemple, la litière impacte plus, par exemple, l'horizon 0,20 parce que c'est juste au-dessus, parce que la litière, c'est juste au-dessus de 0,20. Donc, nous, en supposant que la litière impacte plus l'horizon 0,20. Et après cela, pour les racines, parce que les racines, c'est sûr qu'il a plus de racines aussi dans 0,20, mais nous pensons que à partir de 2040, les effets des racines sur la profondeur de 2040 seraient plus importantes parce que c'est plus loin de la litière. Donc, c'est juste des raisons spatiales. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Une question de Siaka Kone. Peut-on dire que la séquestration de carbone est égale au stockage de carbone? En fait, les deux termes, c'est comme si c'est similaire, mais il y a quand même une nuance. Quand on parle de séquestration, c'est vraiment le stock net, c'est-à-dire on considère
à la fois l'apport en carbone, mais également la perte de carbone. Donc, c'est vraiment le stock net quand on parle de séquestration. Mais si on parle de stockage, quelquefois, le stockage, on le considère généralement juste par l'apport, c'est-à-dire par rapport à l'apport provenant de laitière et tout ça. Alors, une dernière question de Jérôme Lagagnère qui demande est-ce qu'il est possible que l'évolution des stocks de carbone du sol dans le temps diffère selon les clones, de sorte que le clone le plus productif, qui stocke moins de carbone aujourd'hui, pourrait stocker plus dans 10 ans et inversement? Oui, merci beaucoup pour la question. C'est vraiment une de notre principales questions. C'est pour ça que nous avons aussi, dans les prochaines étapes, étudié la stabilisation du carbone, parce que c'est vraiment avec les analyses de stabilisation de carbone qu'on pourrait confirmer si, par exemple, ce clone-là stocke plus le carbone dans le long terme et ce clone-là va stocker plus de carbone à court terme. Donc, c'est pour ça que dans mon troisième chapitre, je vais me focaliser plus sur la stabilisation pour confirmer quel clone, on espère qu'on aura des bons résultats, quel clone va favoriser plus le stock de carbone à long terme. Merci beaucoup. Il reste 2 autres questions. Je vais vous répondre directement sur le chat. Puis on va passer à la présentation de Haro. Merci, Jerry. Merci. Alors, Aroniana est aussi, va vous présenter son premier chapitre de thèse, qui est la diversité végétale dans l'implantation de peupliers hybrides en plantation pure et mixte. Bonjour à tous, désolée, j'ai un peu la voix cassée, mais je vais essayer de parler un peu plus fort. Je suis Aroniana Ranchiamananzar et aujourd'hui je vais vous présenter le premier chapitre de ma thèse qui s'intitule La diversité végétale dans les plantations de peupliers hybrides en plantation pure et mixte. Pourquoi les plantations forestières? C'est parce que les plantations forestières, comme Thierry a présenté tout à l'heure, qui sont généralement des plantations d'espèces à croissance rapide, permettent de produire beaucoup de biomasse permet de produire de la biomasse et de satisfaire les besoins en demande de bois aussi. Mais au-delà de ces avantages en termes de production, les plantations forestières et surtout les plantations qui sont intensivement aménagées, qui utilisent seulement une seule espèce, ont souvent des connotations négatives et aussi sont caractérisées comme compositionnellement et structurellement uniformes. Et ils sont même classifiés de déserts de biodiversité. Mais toutefois, il y a d'autres études qui ont montré le contraire et qui montrent que les plantations de peupliers hybrides avaient aussi autant de biodiversité que l'on a trouvé dans les forêts régénérées naturellement. Et aussi, les plantations mixtes aussi sont montrées comme pouvant associer à la fois la demande en bois, mais aussi la biodiversité. Et du coup, il y a un intérêt sur les plantations mixtes grâce à la complémentarité entre les espèces par rapport à des plantations pures. Et donc, il y a cet avantage potentiel-là des plantations mixtes pour améliorer la biodiversité. Mais toutefois, il n'y a pas encore de consensus sur l'impact de la complexité compositionnelle des plantations qui utilisent le peuplier hybride sur la diversité végétale de sous-bois. Et donc, il y a des questions qui se posent comme quels sont les types de plantations qui pourraient favoriser plus la biodiversité de la végétation de sous-bois et est-ce que les plantations mixtes sont plus prometteuses, plus idéales que les plantations pures?
Et c'est ce que je vais essayer de répondre dans mon premier chapitre. Et je vais donc regarder l'effet des plantations mixtes qui utilisent le peuplier hybride en l'associant avec de l'épinette sur la biodiversité de sous-bois et en les comparant à des plantations pures, qui sont des plantations pures de peuplier hybride et aussi des plantations pures d'épinette. Et comme hypothèse, on a posé que on aura plus de diversité dans les plantations mixtes par rapport aux plantations pures parce que elles offrent une structure plus complexe et une hétérogénéité lumineuse. Pour ce qui est des bryophytes et des lichens, on s'attend à avoir plus de bryophytes dans les plantations de conifères purs que dans les feuillus, c'est-à-dire les peupliers, et qu'on aura plus de diversité de plantes vasculaires dans les plantations pures de feuillus que dans les conifères. Et on s'attend à ce qu'il y ait une différence en termes de composition en espèces entre les plantations mixtes et les plantations pures. Et pour répondre à cela, j'ai 3 sites qui sont répartis dans la région d'Abitibi-Témiscamingue, qui sont Amos et Rivière-Eva, ce sont des sites qui sont des friches agricoles abandonnées et où l'on a planté des plantations pures et des plantations mixtes il y a de cela à peu près 20 ans. Et il y a Nedley, qui est un site qui est un site forestier et qui a comme Amos et Rivière-Eva, donc les mêmes types de plantations. Comme espèces, j'ai 4 espèces, dont 2 clans de peupliers hybrides que j'ai appelés peuplier 1 et peuplier 2 pour que ça sera plus facile pour vous de les retenir. Le peuplier 1, c'est un croisement entre le peuplier baumier et le peuplier du Japon. Et peuplier de l'Ouest, pardon. Et pour le peuplier 2, c'est le croisement entre le peuplier du Japon et le peuplier baumier. Et pour les épinettes, j'ai l'épinette de Norvège que j'ai abréviée EPO et épinette blanche que j'ai appelée EPB. Et j'ai donc les plantations mixtes qui associent une épinette avec un peuplier. C'est pour ça que j'ai 4 plantations mixtes et donc 4 plantations pure d'épinettes et de peupliers. Et comme dispositif expérimental, chaque plantation mesure 225 mètres carrés et contient 36 arbres. Et dans chaque type de plantation, c'est-à-dire plantation pure et mixte, j'ai mis des quadras entre et sous les arbres et selon le type de plantation, j'ai 6 quadras dans les monocultures, dans les plantations pures et 9 quadras dans les plantations mixtes. Ensuite, dans chaque quadrat, j'ai regardé le nombre d'espèces, j'ai regardé le couvercle végétal, mais j'ai aussi regardé la composition de chaque quadrat. J'ai aussi collecté, identifié les bryophytes et les lichens sur le sol, sur la base et sur le tronc d'arbre. Et j'ai également mesuré la lumière qui arrive à 50 cm au-dessus du sol pour connaître la quantité de lumière qui arrive sur le sous-bois dans chaque type de plantation. Et comme analyse statistique, j'ai fait des modèles linéaires généralisés à l'effet mixte. J'ai fait aussi j'ai fait aussi de l'ANOVA, j'ai fait des comparaisons par les tests de Tullier. Et comme indice de diversité, j'ai regardé le nombre de X qui nous donne le nombre d'espèces, les espèces fréquentes et les espèces dominantes. Et j'ai également regardé la composition spécifique. Comme résultat, on voit ici que en termes de nombre, en termes de nombre d'espèces, d'espèces fréquentes et d'espèces dominantes, les plantations mixtes et les conifères se ressemblent parce qu'il y a chevauchement. Mais dans les plantations mixtes, on voit que c'est supérieur que ce qu'on trouve dans les feuillus, c'est-à-dire dans les peupliers hybrides. Donc, il y a une amélioration de la diversité quand on passe d'une plantation pure de peupliers hybrides à une plantation mixte de peupliers hybrides avec de l'épinette. Et donc, j'ai regardé en détail pour chaque espèce pour voir comment ça se passe pour la richesse spécifique.
Et en tout, j'ai 115 espèces de sous-bois, dont 45 espèces de bryophytes, 19 espèces de lichens et 49 espèces de plantes vasculaires. Et on voit ici que la richesse spécifique totale du clan peuplier 1 s'améliore lorsque il se trouve en plantation mixte et surtout lorsque c'est associé avec de l'épinette blanche. Pour ce qui est des bryophytes, on voit que le peuplier 1 est différent des plantations mixtes, EPB peuplier 1 et EPB peuplier 2, ainsi que les deux espèces de conifères, et que on a aussi vu qu'il y a une similarité entre la richesse spécifique des bryophytes, entre les plantations mixtes ici et les plantations conifériennes pures. Et pour ce qui est de la richesse spécifique des lichens et des plantes vasculaires, on a vu qu'elles étaient les mêmes dans tous les types de plantations. Pour ce qui est en termes de composition spécifique, on voit une différence et on voit un chevauchement, mais on voit quand même que les plantations de feuillus en bleu sont plus associées à des plantes vasculaires et les plantations conifériennes en orange sont plus associées à des espèces de bryophytes, comme vous voyez ici, comme les Brachydecium acutum, Brachydecium campestre, et Usanonia incinata. Et pour les plantations mixtes, c'est comme si c'était une association entre les deux types de canopées. Et on a vu qu'il y avait effectivement un effet du type de canopée et de la plantation. Et ici, le premier axe contribue à 10,86% de la variance de la composition en espèces. Mais on voit aussi quand même que c'est l'axe 2 qui explique plus la différence entre les types de canopées, qui explique 7,43%. Et donc, en allant un peu plus dans les analyses, on a pu trouver que le premier axe, en fait, était expliqué par les origines de sites. Et on voit ici une distinction entre les sites ici en X, en jaune, qui sont les sites, le site Needlake, et ici en triangle et en losange, qui sont Rivière-Eva et Amos. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, Amos et Rivière-Eva, ce sont des sites qui sont des friches agricoles, tandis que à Needlake, c'est un site qui est plus forestier, et on peut voir d'ailleurs avec la composition en espèces ici qu'à Needlake, on pouvait avoir des maillonthèmes ou encore des clintonies ou encore même des Dierville qui étaient composés dans les types de plantations. Et comme discussion, on a pu trouver que les plantes vasculaires étaient moins sensibles au changement de type de plantation, contrairement aux bryophytes, et que les plantations pures de conifères avaient été plus associées à des bryophytes parce qu'il y avait moins de lumière, plus d'ombrage, plus d'humidité qui est favorable à l'établissement des bryophytes. Pour ce qui est des plantations pures de peupliers hybrides, il y avait une diversité de bryophytes plus faible. Par contre, dans les plantations mixtes, la richesse spécifique a augmenté, la richesse spécifique des bryophytes a augmenté par rapport aux plantations pures de peupliers hybrides. En termes de composition spécifique, on a vu qu'il y avait un effet du type de plantation sur la biodiversité de la végétation de sous-bois. Et on a vu que dans les plantations mixtes, on s'attendait à ce que ça soit supérieur aux deux plantations pures. Mais c'était en fait une composition intermédiaire entre les plantations pures de conifères et les plantations pures de feuillus. Et on peut expliquer aussi l'absence des bryophytes sous les plantations pures de peupliers par l'incapacité des bryophytes à se développer au-dessus de la litière de feuillus selon la littérature. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a vu que quand même
les plantations conifériennes avaient quand même beaucoup plus de bryophytes, peu importe le site. Et comme explication, on s'est dit que les conifères tamponnent plus la variation environnementale dans le sous-bois, ce qui limite l'effet d'origine du site. C'est pour ça qu'on avait une différence dans les bryophytes, tandis que les vasculaires étaient très sensibles à l'origine du site, que peu importe le type de plantation sur le sol, l'origine de site qui était des friches agricoles prenait le dessus. Donc, c'était colonisé très rapidement par les plantes vasculaires et on n'avait pas trouvé la différence. Ensuite, vous avez aussi trouvé tout à l'heure que le clone peuplier 1 était sensible plus à la mixité des plantations. Et certes, il y avait une amélioration de la biodiversité dans les types de plantations, de peupliers, des plantations mixtes, peu importe le peuplier qui était associé. Mais il y avait plus d'amélioration pour le peuplier 1, qui était le croisement entre le peuplier de l'Ouest et le peuplier baumier. Donc, on se dit, est-ce que c'est dû à la différence des caractéristiques de ces traits et les traits de ces clones? Et d'ailleurs, les différences entre les traits et les caractéristiques de ces clones ont déjà expliqué une dissimilarité de croissance dans les études antérieures. Donc, on se pose maintenant la question s'il y aura aussi une influence des différences des caractéristiques de ces traits et de ces traits de clones sur la biodiversité de la végétation de sous-bois. Et c'est ce que je vais d'ailleurs essayer de répondre dans mon deuxième chapitre, où je vais comparer des plantations polyclonales, c'est-à-dire qui associent plusieurs clones, à des plantations monoclonales qui a qu'un seul clone, pour voir comment ils se diffèrent elles se diffèrent entre elles. Je tiens à remercier tout le monde qui a contribué, qui m'a aidé dans cette thèse, et je suis maintenant ouverte à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Haro. Alors, je vous invite encore une fois à mettre vos commentaires, vos questions dans la section questions-réponses. J'ai peut-être une question pour Haro. Oui, vas-y, Nelson. Parfait. D'abord, bravo. Et puis, je compatis avec toi là, pour ta voix. Je te souhaite un bon rétablissement. Je me demandais par rapport aux espèces de lichens, est-ce qu'on peut s'attendre avec l'âge des plantations qui va évoluer? Tu sais, les conifères, on s'attend à ce qu'ils restent là plus longtemps, j'imagine, que les peupliers. Est-ce qu'avec ce que tu as lu de la littérature, on peut s'attendre à une évolution des espèces de lichens qu'on retrouve sur les arbres eux-mêmes en fonction des différentes espèces feuillues, conifères? Oui, justement, sur le terrain, j'avais plus d'espèces de lichens sur, sur les espèces de conifères qui étaient à plus de 50 centimètres, parce que j'ai pris de 0 à 50 et de 50 jusqu'à la fin de ma main. Et j'ai plus eu de lichens sur les branches des conifères, mais c'était quand même des lichens qui étaient communs dans la région. C'était comme j'avais des hypochimia, des ramalia, et aussi pardon. Et oui, c'est ça, j'avais des espèces. OK, merci beaucoup. Parfait. Une question de Nicole Fenton. L'importance de l'origine du site pour les plantes vasculaires est frappante. C'est quoi le mécanisme que tu penses qui génère ce patron? Je pense que c'est
Oui. Qui génère le patron, ok, qui génère la colonisation des plantes vasculaires, ok. Bah, je pense que c'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'origine du site où j'avais deux sites qui sont des anciennes friches agricoles qui étaient déjà colonisées avant la plantation par des plantes vasculaires, par des espèces qui sont plus associées à la lumière, qui colonisent plus vite. Et que donc, peu importe les plantations qui étaient là, ça a pris le dessus, contrairement à ce qu'on a trouvé dans les sites forestiers, où ça a gardé les espèces forestières et ça a plus tamponné la colonisation des espèces vasculaires. Je ne sais pas si je Ouais. réponds à ta question. Désolée. C'est bon, merci Haro. Mais je pense que dans l'intérêt du temps, on va passer à la prochaine présentation. Puis ça fait un beau lien avec ce que tu viens de dire, Haro. L'origine du site est quand même importante dans probablement la banque de graines ou ce qu'il y a déjà sur les sites. Donc, ça fait partie des objectifs de la thèse de Geoffrey, qui est un peu moins avancé dans son projet que Jerry et Haro, qui va nous présenter plus son projet de thèse sur l'origine des sites, sur l'effet de l'origine des sites sur la biodiversité et la séquestration de carbone. Alors, voilà. Tu peux y aller, Geoffrey. C'est reparti. Ouais, j'y vais. Vous m'entendez bien? On a perdu ta présentation. Ouais, je la remets. Hop. Tu peux te mettre Ok, en mode présentation. Parfait. c'est bon pour tout le monde? Bon, Oui. eh bien, bonjour à tous. Donc, comme Annie l'a dit, je suis moins avancé que Har et Jazz sur mon projet de doctorat. Quand j'ai accepté de présenter à ce webinaire, je pensais que j'aurais peut-être un embryon de résultat à vous présenter, mais finalement non. Donc, je vais vous parler un peu de pourquoi est-ce qu'on en est venu à ce projet de recherche et aussi ce qu'on a fait jusqu'ici, car cet été, on a aussi fait du terrain sur mes sites d'études. Donc, mon projet de recherche porte sur le reboisement de friches agricoles par du peuplier hybride. Et on va s'intéresser justement à l'impact de ce reboisement sur la séquestration du carbone, la biodiversité végétale et la composition microbienne du sol. Alors, comment est-ce qu'on en est venu à cette question? Nous, on travaille donc dans une région qui est l'Abitibi-Témiscamingue, une des régions du Québec, province canadienne. Et dans cette région, qui a été que récemment colonisée par les Européens, en tout cas que la colonisation a commencé récemment, on a eu dans les années 30 différents plans qui ont poussé des colons à venir s'installer dans des régions comme l'Abitibi-Témiscamingue pour défricher la forêt et y faire de l'agriculture. Donc, à l'image du plan Vautrin dans les années 30. Donc, on a beaucoup d'exploitations agricoles qui se sont formées sur le territoire, mais la dureté des conditions climatiques et la terre argileuse de la région qui est difficile à travailler a fait que beaucoup de ces exploitations agricoles ont été abandonnées au fil du temps. Il s'en est suivi une déprise agricole assez importante dans la région où aujourd'hui, eh bien, on a de nombreuses friches agricoles. Comme vous pouvez le voir ici du côté d'Amos, toutes les zones en jaune sont des friches recensées dans les données éco-forestières que l'on peut retrouver sur Forêt ouverte. Donc il y a un nombre de friches assez importante dans la région. Et en parallèle de cela, la région de l'Abitibi-Témiscamingue est une région qui dépend beaucoup de l'exploitation forestière pour son économie. Sauf qu'au fur et à mesure que l'on exploite le bois, on va le chercher de plus en plus au nord, ce qui fait que ça met une pression assez importante sur des écosystèmes sensibles qui sont non aménagés, donc comme les forêts, les vieilles forêts, les forêts anciennes, avec de nombreux habitats et de nombreux services qu'elle fournit aux populations. Et aussi, ça représente des contraintes économiques importantes pour les forestiers parce que aller plus loin au nord, ça veut dire un coût de transport plus élevé. Ça veut dire aussi construire des sentiers forestiers qui ont aussi un coût important. Donc, finalement, personne vraiment y gagne à aller chercher toujours plus au nord du bois
pour la production ligneuse. Et donc, si on a d'un côté des friches, des terres agricoles abandonnées et une exploitation forestière, une demande en bois croissante, on peut se demander si ça pourrait être intéressant de favoriser la sylviculture sur des terres agricoles abandonnées pour répondre à la demande en produits ligneux. Et quitte à implanter de la sylviculture, autant utiliser des espèces à croissance rapide, donc qui vont produire une grande quantité de bois sur un faible laps de temps, un faible temps de rotation, comme par exemple le peuplier hybride. Peuplier hybride qui est en fait donc un hybride de différentes espèces de peupliers, sélectionné notamment pour sa rapidité de croissance, pour également sa résistance aux environnements pollués, aux environnements hypersalins, également sa résistance aux ravageurs et aux maladies. Et il faut aussi noter que le peuplier est une espèce modèle d'étude en sciences pour les plantes ligneuses de manière générale. Donc ça, c'est le contexte local. Et à l'échelle mondiale, on va voir aussi cette problématique de reboisement, notamment du fait de la hausse des températures. Donc, comme vous le savez certainement, le climat change, le climat se réchauffe, notamment à cause de l'émission des gaz à effet de serre par les activités humaines. Et on a aussi également, en parallèle de cela, une perte à l'échelle mondiale de biodiversité, ce qui fait que ces deux problématiques ont fait qu'on a beaucoup de programmes et d'initiatives qui visent à replanter des arbres qui ont vu le jour un peu partout sur la planète. Donc on peut citer par exemple Ecosia qui vise à reverser, qui est un moteur de recherche qui vise à reverser des revenus publicitaires pour la plantation d'arbres. Et cette volonté de planter des arbres permettrait donc de remobiliser du carbone présent dans l'atmosphère dans des sols forestiers. Comment cela ça se passe? Faut s'imaginer que dans un espace forestier et même dans un écosystème de manière générale, le carbone est capturé par les plantes via la photosynthèse directement dans l'atmosphère. Ce carbone ensuite se retrouve présent dans le sol, soit par l'apport de la litière par la végétation, soit par les exudats racinaires aussi de la végétation. Et ensuite, ce carbone organique présent dans le sol peut persister de différentes manières, notamment en s'associant à la matière minérale, en formant des agrégats ou en formant des composés récalcitrants qui ne pourront pas être décomposés par les différents organismes peuplant le sol. Donc tout cela fait qu'on peut avoir une augmentation de carbone dans le sol. Mais il n'y a pas que le reboisement de sites anciennement forestiers qui permet de séquestrer du carbone. Le fait que l'on ait une succession secondaire qui se met en place sur les anciens sites agricoles, donc sur les friches agricoles, fait qu'on peut aussi avoir une accumulation progressive de carbone dans le sol. Et donc finalement, là, on vient se poser la question de est-ce que reboiser sur d'anciennes terres agricoles, sur des friches agricoles, est-ce que c'est une bonne solution si l'on souhaite accumuler du carbone dans le sol? Car on s'imagine que la succession secondaire qui vient après l'exploitation agricole va accumuler progressivement du carbone. Et si on vient perturber le sol pour y refaire une plantation, est-ce que finalement ça va être contre-productif vis-à-vis de la séquestration de carbone? C'est l'une des premières questions à laquelle on souhaite répondre. Et en plus de cela, on va se focaliser sur d'autres composantes qui ont un rôle important dans la séquestration de carbone, comme par exemple le couvert de la végétation. La diversité taxonomique et fonctionnelle va avoir un impact sur la séquestration du carbone, notamment à cause de la distribution verticale du carbone qui est liée donc aux différentes structures racinaires de la végétation, aux exudats racinaires qui peuvent varier d'une espèce à l'autre, qui vont simuler l'activité microbienne, aussi en raison de la concentration de carbone et de la qualité du carbone présent dans les apports à la litière, donc les feuilles qui vont tomber au sol, et aussi à cause de la rapidité de croissance des plantes présentes ici. Donc on va aussi s'intéresser lors du reboisement des friches agricoles, quel va être aussi l'impact sur la diversité végétale d'un tel reboisement. Mais on va aussi s'intéresser à la communauté microbienne présente dans le sol. Pourquoi? Car elle aussi, elle a un rôle important dans le cycle du carbone, dans le turnover du carbone, dans
comment dire, ces micro-organismes vont aussi excréter donc des exudats et des résidus qui vont participer donc au cycle du carbone. On va aussi avoir, grâce à ces micro-organismes, une stabilisation de la matière organique. Et ce sont aussi des acteurs importants de l'émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, notamment via la respiration cellulaire, qui vont transformer le carbone organique en CO2. Et aussi, on a une dernière chose que l'on souhaite aussi étudier. Il faut savoir que les différentes terres agricoles que l'on a ici en Abitibi-Témiscamingue, elles n'ont pas servi à la même activité agricole. Vous avez certaines de ces friches qui étaient auparavant destinées à de la culture de céréales, d'autres qui étaient des prairies. Donc en fait, est-ce que reboiser une friche qui précédemment était une culture vouée à la production de céréales ou une prairie, ça n'aura peut-être pas forcément le même effet sur le carbone, la biodiversité et la composition en micro-organismes. On va aussi s'intéresser à d'anciens sites forestiers qui ont été mal régénérés et on va aussi donc comparer ces différents sites une fois qu'ils ont été reboisés avec du peuplier hybride. Quel va être finalement l'impact de ce reboisement si on avait avant des céréales, si on avait avant des prairies ou un site forestier. On s'attend à ce qu'il y ait des changements. Par exemple, sur un ancien site forestier, on va avoir des graines et du matériel reproductif d'anciennes espèces forestières qui seront toujours présents et donc qui vont favoriser la repousse de ces espèces forestières dans une plantation, ce qui ne serait pas le cas lorsque l'on était auparavant sur donc une culture céréalière, par exemple. Donc finalement, nos objectifs pour ce doctorat vont se composer en 3 chapitres. Un qui va porter sur la séquestration du carbone, 2 sur la biodiversité végétale. On va aussi s'intéresser aux plantes non vasculaires que sont les bryophytes. Pourquoi on va s'intéresser à ces bryophytes? Car dans les écosystèmes qui se trouvent de plus en plus au nord, la diversité des plantes non vasculaires comme les bryophytes augmente et il paraît donc intéressant de s'intéresser à cette partie de la biodiversité floristique dans des études qui prennent place en forêt boréale. Et enfin, nous nous intéresserons à la composition du microbiome dans les sols de ces plantations. Alors, pour répondre à ces différentes problématiques, à ces différentes questions que l'on se pose, on va avoir à notre disposition, on a même déjà à notre disposition 16 sites qui sont donc des plantations de peupliers hybrides répartis un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Et sur chacun de ces sites, on a donc la plantation, que l'on voit par exemple ici et là. Et autour de la plantation, on a donc le site comme il était avant, qui a continué d'évoluer sans qu'on y fasse grand-chose. Donc en fait, on va pouvoir comparer la plantation de peupliers hybrides avec ce qui se serait passé si on avait laissé la friche évoluer seule. Donc finalement, est-ce qu'il va être préférable de laisser la friche évoluer seule ou de planter en peuplier hybride si l'on veut séquestrer du carbone, si l'on veut favoriser la diversité végétale, etc. etc. C'est ça que l'on va comparer finalement. Donc, sur chacun des sites, des 16 sites que l'on a à notre disposition, on va voir à chaque fois ce doublon plantation de peuplier hybride et friche non plantée. Donc voici ce que l'on a fait un peu sur le terrain cet été. Donc on a prélevé du sol sur environ 60 cm, donc avec 3 strates différentes de 20 cm chacune. Et dans ces échantillons de sol, on va mesurer la quantité de carbone et la présence d'autres éléments comme l'azote, mais on va aussi s'intéresser à la texture du sol, on va s'intéresser au pH du sol. Et on a aussi donc fait des mesures de biodiversité végétale. Donc, on a fait des relevés de biodiversité à la fois pour les plantes vasculaires et les plantes non vasculaires. Pour les micro-organismes, on va faire un métabarcoding. Donc, dans les prélèvements de sol que l'on a fait, on en a prélevé une petite partie qui servira donc à faire du métabarcoding, qui nous permettra donc d'évaluer sur la base du génome présent dans le sol, quels sont les micro-organismes présents dans les plantations et dans les friches qui sont situées à côté. Donc, au final, ce projet de recherche va, on pense, permettre de fournir des
pour les décideurs afin d'opter pour la meilleure solution de valorisation des friches agricoles en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que l'on va souhaiter reboiser ces friches? Est-ce que l'on va souhaiter les laisser comme elles sont évoluer en succession secondaire? Ça va dépendre très certainement des objectifs que l'on va se fixer. Probablement que si l'on veut produire du bois ou si l'on veut favoriser la séquestration du carbone, on n'aura peut-être pas forcément le même choix qui s'offre à nous. Donc ça, c'est, disons, un début de réflexion sur les résultats que l'on va avoir, mais vu qu'on ne les a pas encore, les résultats, ça sera présenté au prochain épisode, peut-être à un prochain webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup, Geoffrey. Alors, j'ouvre la période de questions. Vous pouvez écrire votre question dans la section questions-réponses. Une première question de Jonathan Caron-Champagne qui demande est-ce que tu sais si les différents types d'hybrides ou les combinaisons d'hybrides peuvent impacter les chances d'avoir une épidémie d'insectes ou une épidémie. Les différents hybrides, je sais que, on l'a vu avec aussi Jerry qui nous parlait de la séquestration du carbone en fonction du type de clone. On voit que les différents clones de peupliers, les différents hybrides réagissent différemment à leur environnement. Et en ce qui concerne les ravages d'insectes, je ne saurais pas répondre avec certitude, mais je pense que oui, parce qu'on voit dans les plantations que l'on étudie, il y a différents clones qui sont présents et ces différents clones ont plus ou moins, entre guillemets, bien fonctionné. Certains se sont moins bien adaptés à l'environnement, donc on imagine que ça peut peut-être être à cause de ravageurs. Mais bon, là, je n'irai pas plus loin parce que je n'ai pas forcément étudié cette facette-là. Oui, c'est sûr que les différents clones n'ont pas toutes la même appétence face aux insectes, donc sûrement on dit toujours que de mélanger différentes sortes d'hybrides, c'est plus prudent que de mettre le même hybride partout. Samuel Fauteux qui demande, vous avez parlé de qualité de carbone, comment cela est défini? Qualité de carbone, en fait, ça peut être du carbone qui va présent sous différents composés organiques, qui va plus ou moins bien se décomposer une fois déposé au sol via la litière. Donc en fait, c'est ça la différence de qualité de carbone. Et donc ça va varier en fonction de l'espèce présente, l'espèce végétale qui va déposer ce carbone. Il n'y a plus de questions. Je vous remercie tout le monde. Je ne sais pas si Nelson ou Red, vous avez un mot de la fin. Oui, j'aurai un petit mot de la fin et puis aussi pour annoncer le prochain webinaire. Un grand merci aux conférenciers pour les excellentes présentations qu'on a eues aujourd'hui. Merci Annie d'avoir été la modératrice de ce webinaire et ainsi qu'à l'audience pour leur intérêt aux activités du DRLQ. Et je rappelle que ce webinaire a été enregistré et sera mis en ligne dès la semaine prochaine sur le site web et la chaîne YouTube du réseau. À la fin de ce webinaire, j'aimerais vous donner rendez-vous l'année prochaine, et c'est dans quelques semaines, avec le webinaire du mois de janvier, qui va porter sur les conséquences du scarifiage sur le bilan carbone du boisement de landes alichennes de la forêt boréale aménagée. Et nos conférenciers pour ce webinaire seront Jean-François Boucher, professeur à l'UQAC et co-chercheur au DRLQ, ainsi que Boris Dufour, chercheur à l'Université du Québec à Rimouski. Alors, sur ce, je vous souhaite un joyeux temps de fête, de bonnes vacances de fin d'année et je vous dis à bientôt en 2023. Merci beaucoup tout le monde. Joyeuses fêtes. Au revoir. Merci. À la prochaine.